Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet vraiment très restreint, très particulier, un peu fermé, j'en ai conscience, qui est le contenu des épreuves du CAP menuisier fabricant que j'ai passé en candidat libre en septembre 2020. Alors pourquoi je fais cette vidéo alors qu'elle intéressera certainement très peu de personnes? Eh bien parce que j'aurais été tellement content moi-même de tomber sur une série de vidéos comme ça l'année dernière au moment où je me suis inscrit pour connaître le contenu, la manière dont les épreuves allaient se passer, etc. Que j'ai décidé cette année d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, en tout cas d'accompagner, d'aider les gens qui pourraient être intéressés par cette démarche. Alors j'ai bien conscience que c'est un sujet très limité, et que ça n'intéressera pas grand monde. Alors je vous laisse quand même le lien en haut à droite du sommaire de la chaîne, où vous trouverez des vidéos qui sont beaucoup plus concrètes, avec des réalisations, avec toute une série sur la défonceuse qui peut être intéressante pour les débutants notamment, et puis aussi de la technique de menuiserie pure sur des assemblages. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce sommaire. On va rentrer dans le concret. Qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo? Vous allez trouver une alternance entre des passages filmés sur le vif avant et après les épreuves. Donc ça, c'est pour vous faire vivre les épreuves de l'intérieur, mon état d'esprit, comment ça s'est passé pour moi. Et d'autre part, il y aura une alternance avec des moments à l'ordinateur où je vais détailler strictement toutes les épreuves que j'ai pu passer. Alors j'ai été obligé de séparer en deux vidéos. Dans cette première vidéo, on va traiter de la convocation, mais surtout du matériel à apporter par le candidat pour passer les épreuves dans de bonnes conditions. Et on va parler des épreuves théoriques, prévention santé-environnement et analyse de situation professionnelle. Dans une deuxième vidéo qui paraîtra très rapidement, je pense, je traiterai des épreuves pratiques d'ateliers qui sont la fabrication d'une part et l'agencement, la fabrication de mobilier intérieur d'autre part. On va commencer par le commencement. Donc j'ai reçu ma convocation la dernière semaine du mois d'août. J'ai été convoqué pour les épreuves théoriques au lycée François Mitterrand de Château-Chinon, donc 2 jours, et puis pour les épreuves pratiques au lycée des Marques d'Or à Dijon pour 3 jours d'épreuves pratiques. Alors certains pourraient se poser la question, tiens, ça fait quand même assez loin, c'est-à-dire qu'effectivement, la première partie était dans le 68 et puis les épreuves pratiques dans le 21. Donc je pense que c'est exceptionnel, dans le sens où cette année c'est une session de septembre, c'est-à-dire que les élèves qui ont suivi la formation du CAP sur les années précédentes et qui devaient passer leur CAP en juin 2020, eh bien, n'ont pas pu le faire à cause de la crise sanitaire, et leur examen a été validé ou pas en contrôle continu. Ils n'ont pas eu d'épreuve à la fin. Donc en fait, en septembre, pour cette session, il ne restait que les candidats libres, dont je faisais partie, et on était extrêmement peu nombreux dans l'académie de Dijon, ce qui peut justifier le fait que j'ai dû me déplacer pas mal pour aller passer mes épreuves. Hein, plus d'une heure et quart pour aller à Château-Chinon, et puis 3 heures pour aller à Dijon. Donc j'ai fait les allers-retours pour Château-Chinon, et puis j'ai dû me trouver un logement pour aller passer les épreuves à Dijon. Alors ce qui est intéressant dans cette convocation, c'est notamment ce qui est marqué derrière, le matériel et les documents autorisés, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, bien sûr, le prêt de documents de matériel entre candidats est interdit, pas de téléphone portable, bien sûr, enfin voilà, des choses assez évidentes. Le rappel des consignes voilà, de distanciation par rapport à la crise sanitaire, et puis les modalités de résultats. Voilà. Mais ce qui était surtout intéressant, c'était la liste de matériel qu'il demandait aux candidats de prévoir. Donc là, c'est pour analyse d'une situation professionnelle, c'est-à-dire c'est l'épreuve théorique de technologie des métiers du bois. Donc là, essentiellement, ce qu'il demande, c'est une calculatrice. Alors, le mieux, si vous n'avez pas encore de calculatrice, c'est d'acheter une calculatrice simple de type collège, c'est-à-dire scientifique mais sans mémoire, et là, ça pose aucun souci. Après, si vous avez une calculette programmable ou quoi, ça peut être un petit peu embêtant. Donc si le mieux, c'est d'acheter une calculatrice collège. Moi, j'avais une vieille calculatrice programmable avec de la mémoire. Franchement, ils ne m'ont pas embêté. J'avais prévu le coup, j'en avais une deuxième au cas où de type collège. Mais voilà, c'est passé. Ce qui est sûr, c'est que la calculatrice type collège sans mémoire, il n'y aura aucun souci.
La calculatrice avec la mémoire, bon, ça dépend un peu aussi comment dire, des consignes qui sont données avec le sujet. Voilà, sinon rien de spécial, règle graduée, gomme, stylo 4 couleurs, équerre 45 degrés. Moi j'avais aussi une équerre 60-30 degrés et j'avais acheté les crayons 2H. Alors ça c'est pour faire l'ébauche quand on fait du dessin technique. Franchement personnellement moi j'avais pris l'habitude de les faire au Critérium, j'ai tout fait au Critérium, il n'y a aucun souci, personne viendra vous embêter à cause de ça. Voilà, donc c'est assez libre. La seule chose qui n'a pas été acceptée, c'est que j'avais une table à tracer portative que j'avais utilisée dans la préparation, qui, je pense, a été acceptée parfois pour le CAP, mais qui là, visiblement, n'était pas explicitement marqué dans les consignes et ils ont refusé que je m'en serve. Alors, par rapport au dessin technique qu'il y avait à faire, il n'y avait vraiment pas de problème particulier, il n'y en avait pas vraiment besoin, c'était plutôt pour une question de confort et d'habitude, mais ça s'est très bien passé sans la table à tracer. Alors maintenant, on en arrive à la liste de matériel pour l'épreuve 2, c'est la fabrication. Donc là, rien de vraiment révolutionnaire, hein. C'est à peu près ce que doit contenir la boîte à outils d'un menuisier qui se déplace notamment sur des chantiers. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais dire, oui, les ciseaux, c'est pas forcément les mesures qui sont notées, hein, c'est à peu près, il faut que ça couvre les besoins possibles, hein, voilà. Il faut quelque chose autour de 8, autour de 15, autour de 25. Ils vont pas aller mesurer les ciseaux à bois, hein, vous inquiétez pas. Que dire de plus? Ah oui, il y a un truc, les presses ou les serre-joints et ou, moi j'avais même les deux, presse à une main et serre-joint. Ça c'est super important de les avoir parce qu'on travaille sur des établis qui ont peu de moyens de serrage. Généralement il n'y a qu'une presse frontale et on est bien content d'avoir des presses à une main et des serre-joints pour pouvoir serrer nos pièces sur l'établi et ça facilite grandement le travail. Bon, les chiffons, là, c'est pour nettoyer la colle, les choses comme ça. Ça, c'est bien d'en avoir. Des mèches, bien, bon, c'est pareil, hein, 3, 4, 5, c'est du standard. Le fraisoir ou l'embout à fraiser, c'est très important parce que de toute façon, vous aurez des logements pour des vis à tête fraisée à usiner. Et il faut vraiment avoir quelque chose qui va bien, c'est très agréable parce que moi, j'en ai fraisé une quantité assez impressionnante, notamment dans l'épreuve 3, et on est bien content d'avoir du matos qui va bien. Alors pour revenir sur tout ce qui est tenue de travail, ils sont pas très exigeants. Moi j'avais demandé plutôt au mois de juin à un enseignant pour voir si on pouvait venir en short de travail, en bermuda de travail, parce que bah, à cette période-là il fait bien chaud. Il m'avait déconseillé, donc j'y suis allé en salopette, normal, hein, les salopettes que j'utilise pour travailler à l'atelier. Voilà, propre, voilà, c'est normal quoi, rien de fantastique, hein. J'imagine que si vous venez avec un jean propre, un t-shirt, etc., voilà, et les jambes couvertes, il n'y a aucun souci, hein. C'est pas un problème. Chaussures de sécurité, bon, ça c'est une évidence. Le casque anti-bruit aussi, ça peut être aussi des bouchons hein, qu'on met dans les oreilles sans que ce soit un casque. Voilà, voilà. La paire de tenailles, alors ça sert pour quand on stratifie. Alors ça, c'est une figure un peu imposée du CAP fabricant, poser du stratifié. Et effectivement, dans le guide de l'épreuve, il conseillait de dégrossir à la tenaille. Alors moi, bête et méchant, enfin discipliné, on va dire, j'ai appliqué ce qu'il demandait. Et je me suis retrouvé avec un petit éclat dans le stratifié que je venais de poser, parce que ça fend, en fait, ça casse comme du verre, le stratifié. Et voilà, c'est embêtant. Alors l'enseignant qui me surveillait, il m'a conseillé de ne pas dégrossir à la tenaille, d'immédiatement affleurer à la fleureuse avec ma fraise, et que dans ce cas-là, j'aurais pas d'éclat. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai plus eu du tout d'éclat dans mon stratifié, et ça s'est très bien passé. Donc franchement, la paire de tenailles, bon, prenez-la parce qu'il faut, mais c'est tout quoi. La lime à stratifier, c'est une lime spéciale. Moi perso, j'en ai pas, j'en pose pas du stratifié. Voilà, ça m'embêtait d'acheter un outil dont j'aurais pas forcément l'usage. Je suis venu avec ma lime de mécanicien, avec une denture douce, et ça fait très bien l'affaire. C'est juste pour fignoler l'affleurage de la machine, pour que vraiment ce soit parfait. Voilà, bon, après, il n'y a rien de nouveau sur enfin, rien de renversant sur les consignes. Il faut se présenter à l'atelier ben, propre, voilà, avec une tenue propre à sa taille. Pas de vue sur les sous-vêtements, 3 petits points. On imagine que s'ils mettent ça, c'est qu'ils doivent en voir des vertes et des pas mûres, les pauvres. Enfin voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est équipement toléré.
Donc, matériel électroportatif et batterie en conformité, câble électrique en parfait état. Donc ça, je vous conseille d'amener votre matériel électroportatif, parce que comme ça, vous l'aurez sous la main. S'il est utilisé, le matériel du lieu, pour passer les épreuves, si le matériel est utilisé, vous devez attendre votre tour, donc vous allez perdre du temps. En plus, c'est un matériel que vous ne connaissez pas, et vous ne savez pas exactement comment il est réglé, comment... voilà. Moi, j'avais ma défonceuse, mon affleureuse, ma visseuse perceuse et ma lamelleuse. J'ai pas utilisé ma défonceuse, mais j'aurais pu avoir à la faire. Et j'ai utilisé tout le reste. Vraiment, la visseuse perceuse, c'est indispensable. Vous pouvez... Enfin, franchement, ça serait vraiment perdre du temps inutilement de ne pas la prendre. La lamelleuse, à la limite, mais enfin moi j'étais bien content d'avoir ma machine, je la connais, je sais comment elle est réglée, je sais comment l'utiliser, enfin voilà, il y a pas de... J'ai trouvé que c'était assez sécurisant de pouvoir emmener son matériel, voilà, c'est rassurant dans un moment qui est plutôt quand même stressant, donc voilà. Ils font mention de nouveau des serre-joints ou des presses rapides, voilà, c'est un bon conseil. Là, c'est la liste de matériel pour l'épreuve 3, donc la pose de mobilier d'agencement d'intérieur. Bon là, rien de vraiment nouveau. Il propose une gomme, c'est pas mal pour effacer les coups de crayon. Moi, je fais pas comme ça d'habitude, mais j'avais ma gomme puisque c'était noté, c'est pas mal. Il rajoute ici une fausse équerre pour relever les faux angles, parce que eh bien, dans l'épreuve d'agencement, il y a toujours des petites blagues sur, eh bien, sur les... En fait, il y a une cabine pour monter son agencement, et bien sûr qu'il y a des faux angles, quoi. Tout n'est pas à 90 degrés, c'est pour voir un peu si vous allez réussir à vous en sortir. Ici, je crois qu'il rajoute lunettes de protection, lunettes, moi on m'en a pas demandé. Pour tout ce qui est matériel de sécurité, euh, ils sont pas très, comment dire, je pense qu'ils regardent ce que vous avez, ils vérifient, mais ils vous laissent gérer votre protection individuelle, ce qui me paraît plutôt de bon ton, quoi. Et ici, très important, la rallonge électrique et la prise multiple. Alors là, vous êtes sur chantier, hein, c'est l'idée, hein. Vous êtes sur chantier, donc vous aurez une prise à un endroit de la pièce, et puis à charge pour vous de travailler comme vous pouvez. Deux choses aussi très importantes, chasse-pointe et le marteau léger à pointe. Moi, j'ai rajouté ça. J'ai fait le choix de prendre un marteau léger. Ça, c'est aussi une figure imposée de l'épreuve 3. Mettre des pointes pour cacher avec un cache-joint, enfin voilà, quelque chose qu'on vient une baguette qu'on vient mettre au-dessus d'un joint pour le cacher, des choses comme ça. Donc moi j'avais un marteau plutôt léger et des chasse-pointes de toutes les tailles, hein, en fonction des pointes qu'on va vous donner. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis que dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour sur ce matériel à prévoir. Alors là, vous l'avez quelques semaines avant, donc ça vous permet, moi ça m'a permis eh bien, de me préparer, vous voyez que j'ai coché avant de partir, et comme ça j'étais certain d'avoir tout mon matériel. Eh bien, nous y sommes. Ça fait presque un an jour pour jour que je travaille sur ce CAP menuisier. Ça fait un peu moins d'un an que je me suis inscrit en candidat libre. Les épreuves n'ont pas pu avoir lieu au mois de juin à cause de la crise sanitaire, et donc elles ont été reportées au mois de septembre 2020. Et donc c'est aujourd'hui la première épreuve de ce CAP, et on commence par prévention, santé, environnement. C'est une épreuve que tous les candidats de tous les CAP passent. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans une vidéo qui sera consacrée aux épreuves de ce CAP menuisier, fabricant de menuiserie, de mobilier et d'agencement. Et j'essaierai de vous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, l'état d'esprit, ben, du stress, pas mal de stress, un peu d'inquiétude. Je vais faire 1 h 15 de voiture pour me rendre à l'épreuve, donc j'aurai le temps d'y réfléchir. Voilà, un peu de stress, et puis aussi de l'envie, parce que je pense que je me suis bien préparé. En tout cas, j'ai fait tout mon possible pour me préparer à cette épreuve. J'ai bien bossé, je suis assez content, donc voilà, il n'y a plus qu'à, et voilà, juste bien de faire de mon mieux, et puis on verra bien, quoi. Voilà. Alors on va commencer par la seule épreuve dont j'ai pas pu récupérer le sujet, donc c'est prévention, santé, environnement. Alors c'est pas très grave parce que c'est une épreuve qui est assez standard. C'est vraiment une épreuve qui est donnée à tous les CAP d'ailleurs. C'est une épreuve conjointe, hein. Coefficient 1 et d'une durée d'1 heure. J'ai regardé, j'ai pris l'épreuve de 2017 et c'est vraiment tout à fait similaire à ce que moi j'ai pu faire.
Donc il y a deux grandes parties, hein. On commence toujours un peu de la même manière, en tout cas ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que souvent il y a un texte qui montre une situation, voilà, dans laquelle il y a souvent un problème. En l'occurrence, c'est Adam qui a 21 ans, qui est titulaire du CAP de menuiserie et qui travaille et qui est passionné de jeux vidéo et qui se couche très tard et qui a du coup des problèmes de sommeil. Et on vous pose plusieurs questions. Adam respecte son rythme biologique, ben, pas certain. Adam n'a pas un sommeil réparateur, visiblement c'est plutôt le cas. Et Adam a besoin d'une heure en moins de sommeil par nuit, c'est pas vraiment une bonne idée. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très très simple. Il y a toujours cette formule d'analyse, c'est qui, quoi, comment, pourquoi. C'est exactement les modalités d'analyse du livre le livre qui prépare pour l'épreuve de prévention santé environnement. Donc c'est pas une nouveauté, c'est tout à fait similaire à toute la démarche qu'on retrouve dans tous les chapitres du bouquin. C'est pour ça que c'est intéressant de le lire et de comprendre la logique, la démarche. Ici, on enchaîne avec une analyse une analyse de documents sur le sommeil. Donc tout est donné, hein, quasiment 80% des réponses sont données par les documents. On vous demande d'exploiter le document, de remplir des questions. Là, il y a quelques questions sur vos connaissances personnelles sur les deux rôles du sommeil. Et après, on vous demande de choisir parmi des propositions, enfin, qu'est-ce qui pourrait améliorer le sommeil d'Adam. Donc prendre un café le soir, ouais, pas sûr. Enfin voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, faut faire preuve d'un peu de bon sens. Et ça se fait plutôt très bien. Pareil, on réinjecte un peu de connaissances personnelles, citer deux bienfaits d'une activité physique sur l'organisme. Voilà. On enchaîne avec les conduites addictives, hein, ça fait partie du programme. Et on vous demande de donner la définition d'une conduite addictive. On vous donne des documents dans lesquels c'est assez explicitement marqué. Et puis on vous demande de fournir des exemples de conduite addictive. C'est pareil, c'est pas très compliqué. Voilà, on vous demande du coup d'indiquer deux conséquences de la conduite addictive d'Adam sur sa vie professionnelle. Voilà, maintenant on passe à autre chose, on passe à la gestion du budget qui fait aussi partie du programme de prévention santé environnement. Et là, on vous demande déjà quelques connaissances de base sur qu'est-ce que c'est qu'un budget, qu'est-ce que c'est que les dépenses fixes, hein, les charges fixes, les dépenses courantes, hein, plutôt la nourriture, les choses comme ça, et puis dépenses occasionnelles, voilà, changement de vêtements, je sais pas, un peu de pharmacie, des choses comme ça, voilà, dépenses occasionnelles. Enfin, voilà, des choses de bon sens et qu'on connaît, hein. Et puis, on vous demande de caractériser le budget de Adam, budget déficitaire, est-ce qu'il dépense plus qu'il gagne, budget équilibré, ça voudrait dire qu'il dépense autant qu'il gagne, et budget excédentaire, c'est le cas, hein, il arrive à provisionner un petit peu d'argent tous les mois. Voilà. Après, on vous demande de faire une analyse sur trois types de produits d'épargne avec quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients et quelle pourrait être la meilleure proposition pour Adam. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très compliqué. On passe à la connaissance du droit du travail. En l'occurrence, là, ils ont choisi la VAE. On vous dit qu'est-ce que c'est que la VAE, comment on peut entreprendre une démarche de VAE, et là, il faut comparer donc ce qui a été décrit ici avec la situation d'Adam pour voir si, eh bien, il pourra bénéficier de cette VAE. On passe à la deuxième partie. Donc là, on est sur les risques liés au travail. En l'occurrence, il est menuisier, donc voilà, il y a des risques notamment de coupure. Donc ce schéma-là, il est hyper important à bien maîtriser, bien connaître. Et des fois, entre situation dangereuse, événement dangereux et le danger, là, c'est trois cases. Moi, je trouve que ça dépend de l'exemple qui est pris, mais c'est pas toujours évident d'être hyper certain de bien comprendre qu'est-ce qui va dans chacune des cases. On a vite fait de se tromper. Donc ça, c'est pareil. Ça fait partie, ce schéma, vous le retrouvez à quasiment tous les chapitres ou à tous les chapitres du bouquin sur la préparation de la prévention santé environnement. Donc c'est une démarche qu'il faut vraiment savoir faire et voilà, pas perdre de temps là-dessus. C'est pas très compliqué, mais il y a une logique à bien comprendre. Là, il y a quelques questions sur le CHSCT.
Alors ça, par exemple, c'est plus vraiment à l'ordre du jour parce que le CHSCT, je crois qu'il a disparu au 1er janvier 2020. Il a été remplacé par le SCE, je crois, le Comité social et économique. Voilà, donc ça, par exemple, bon, la question serait peut-être pas posée en 2020. Et puis, il vous demande à partir, par exemple, de combien de salariés on a le devoir d'avoir un CHSCT, et là, c'était 50 salariés. Voilà. Donc ça, c'est plus d'actualité, mais ça pourrait être remplacé par des questions sur le SCE, par exemple. Là, on parle d'accident du travail. Donc ça, c'est pareil, c'est une thématique qui est assez présente dans ce genre de choses. Euh, et on vous demande souvent de proposer des mesures de prévention pour permettre d'éviter un accident ou une maladie professionnelle. Il faut bien comprendre que les accidents, les maladies professionnelles, elles peuvent être évitées par soit une mesure ou des mesures qui visent à stopper ou diminuer la nuisance, le danger, soit une action collective hein, qui va impacter la totalité des agents, des salariés, des travailleurs, soit de la protection individuelle. Par exemple, face au bruit, la protection individuelle, ce serait de porter un casque anti-bruit. Par rapport à un risque de coupure, une protection collective, ce serait de mettre des carters de protection de l'âme sur les machines. Faire cesser une nuisance, ça pourrait être mettre en place enfin, mettre une machine dans une cabine pour que le bruit soit vraiment très contenu. Voilà. Ça permet de faire diminuer notablement le niveau de bruit. Voilà, on passe là à la discrimination au travail. On vous demande qu'est-ce que c'est qu'une discrimination. Une discrimination, c'est un sujet qui est plutôt, comment dirais-je, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On vous demande, eh bien, quels sont les critères de discrimination par rapport à deux situations. C'est aussi assez évident. Ici, là, on est sur la gestion des déchets. Alors c'est pareil, c'est un sujet qui est assez à la mode en ce moment, dont on parle beaucoup. Il faut savoir dans quel bac à déchets on mettrait eh ben, chaque déchet. Ici, là, on arrive à une partie un peu spéciale qui est toujours donnée. C'est quelque chose qui a un lien avec le sauvetage et le secourisme. Donc pendant la formation initiale du CAP, on a l'occasion de passer la formation qui s'appelle sauveteur secouriste au travail. Donc les élèves, eux, ils la passent en interne dans le lycée. Donc nous, en tant que candidat libre, on n'a pas accès à ça. Alors ça peut être vraiment très intéressant de faire la formation. Et là, c'est un conseil que je vous donne. N'hésitez pas à prendre contact avec votre employeur si vous n'êtes pas encore sauveteur secouriste au travail pour être, comment dirais-je, volontaire pour une formation. Généralement, les employeurs sont plutôt très contents d'avoir des salariés, des agents qui veulent se former parce que c'est toujours intéressant pour eux. Ils ont une obligation d'avoir des agents formés. Ils ont parfois du mal à trouver des personnes pour faire les formations, donc ils sont plutôt demandeurs. Ça vous coûtera rien, c'est l'employeur qui paye, et c'est une journée sur une journée de travail à vous. Donc vous n'allez pas au travail, vous allez à la formation, ça dure la journée, et à la suite de cette journée de formation, vous obtenez votre attestation de sauveteur secouriste au travail. Alors ça va vous permettre d'avoir des points supplémentaires parce que vous aurez travaillé des connaissances pendant les cours. Et puis, moi, personnellement, je suis vraiment très content d'avoir fait la démarche parce que je me sens un peu moins désemparé si jamais j'étais témoin dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle et bien d'un accident. Ça permet quand même d'avoir certaines bases pour faire les bons gestes et prendre les bonnes décisions. En tout cas, essayer d'apporter un peu voilà, d'assistance dans un cas d'accident ou de malaise. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et bien voilà, prévention santé environnement, c'est fait. Je suis assez content, ça s'est bien passé. C'était conforme à ce à quoi je m'attendais, ce à quoi je m'étais préparé, donc pas vraiment de surprise. Bon, je suis bien content que ce soit derrière moi. Ça m'a fait une petite entrée en matière où il n'y avait pas un énorme enjeu parce qu'il y avait un coef 1. Ça m'a permis de voir l'endroit où je passe les épreuves, là, ici, dans ce lycée professionnel. Voilà, les gens sont très sympas, ça s'est très bien passé. Et puis demain, je reviens pour analyse d'une situation professionnelle. Voilà, voilà. Et puis je rentre chez moi maintenant.
Aujourd'hui, deuxième épreuve, analyse de situation professionnelle. Donc en gros, c'est de la technologie des métiers du bois. Il y a plein de trucs, enfin ça, je le détaillerai peut-être dans une vidéo à part. Voilà, sinon l'état d'esprit, ben, toujours assez stressé, néanmoins assez confiant parce que j'ai fait ce que je devais, j'ai bien bossé. Voilà, je me suis entraîné sur les épreuves des années passées. Donc j'imagine pas trop de surprises, mais bon, toujours l'envie de bien faire et puis et voilà le souci de réussir, quoi, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça va bien se passer, enfin, il y a pas de raison. Et bien là, on va passer vraiment à ce qui nous intéresse, hein, la menuiserie proprement dite, avec l'épreuve professionnelle numéro 1, qui est l'analyse d'une situation professionnelle. Donc c'est une épreuve sur table, écrite, avec un coef 4 et une durée de 3 heures. Pour résumer, c'est de la théorie et des technologies des métiers du bois. Alors vous voyez qu'il y a le dossier sujet, avec pas mal de pages, hein, il y a 9 pages, on remplit directement dans le sujet, généralement j'ai toujours vu ça dans les annales. Alors, cette deuxième page, elle nous en apprend un petit peu plus sur le barème, donc c'est noté sur 150, il y a de la lecture de plan, du repérage des pièces et compléter une feuille de débit. On doit déterminer les étapes du processus de fabrication d'une porte, on doit définir les paramètres de coupe des outils de toupie, hein. On doit faire, je sais plus, je crois que c'est une rainure. Voilà. Le contrat de phase de la rainure, alors ça c'est un document de fabrication un peu industriel qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir remplir. Voilà, il y a quelques règles à connaître. Le dessin de détail, toujours un petit peu de dessin technique, et quelques questions sur la sécurité, c'est souvent des questions de bon sens. Alors on va commencer voilà, avec la lecture de plan. Donc on vous demande l'orientation d'une chambre, savoir sur quelle façade elle donne, le nombre de mètres carrés, donc là il suffit de multiplier une longueur par une largeur, surface du balcon en mètres carrés c'est pareil, nombre de portes de communication intérieure, eh bien c'est pareil, il suffit d'aller les relever sur les plans, on le verra plus tard, je passe sur ces questions-là. Donc on voit bien, les réponses sont juste au demi-point près par réponse. Voilà, les calculs doivent être détaillés, c'est marqué. On doit arrondir au paquet supérieur, etc., etc. Je vous mettrai de toute façon tous les documents en lien dans la description, vous pourrez aller regarder directement. Ici, là, on doit compléter le dessin, l'éclaté de du petit meuble, là. Je crois que c'est un meuble qui va servir pour une salle de bain, c'est ça. Donc voilà, et là, on a des cases à remplir. J'avais commencé à remplir sur ce document-là, et en fait j'ai changé parce que j'ai fait quelques ratures. Donc j'ai enlevé toutes les réponses que j'avais apportées pour que bah, vous n'ayez pas les réponses, histoire que ça, comment dirais-je, ça, si vous voulez faire l'épreuve, que vous ayez tout pour pouvoir le faire tranquillement. Donc voilà, il faut bien remplir d'abord à partir du plan dans le document technique, il y a le plan, donc voilà, ça c'est les côtés, l'étagère, le dessous du meuble, voilà, la traverse supérieure avant, etc. Et puis après, sur le plan, on vient, vous le verrez tout à l'heure, reprendre les cotes. Donc là, on arrive au processus de fabrication de la porte, donc on vous donne les étapes, et vous devez les remplir, donc là, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et ben, dégauchissage, certainement rabotage après, donc il faut mettre la machine-outil utilisée. Je crois que dans un document technique ou document ressources, vous le trouverez. Donc ça, le processus de fabrication, c'est un peu comme le contrat de phase, c'est des documents industriels qu'il faut savoir manier. Voilà. Donc il y a un moment, il faut réunir tous les différents éléments, hein, au moment où on fait le collage avec le panneau, tout ça. Donc c'est pas très compliqué, c'est de la logique, hein. Là, on est sur quelque chose qui tombe toujours avec des paramètres de coupe d'outils, une lecture d'ABAC. On a d'un côté la vitesse de rotation, de l'autre côté le diamètre de l'outil et ici la vitesse. Donc on définit la vitesse nécessaire. Donc on a des informations sur le diamètre. On a une lecture d'ABAC à faire et on a un calcul de formule. Donc c'est deux manières de trouver hein, la bonne vitesse. Voilà. Et puis on vous propose sur une machine qui a 4 vitesses différentes, eh bien on vous propose de choisir la mieux adaptée. On arrive au contrat de phase, c'est pas le plus rigolo, mais il suffit de se reporter au bouquin, de bien lire le chapitre, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu laborieux comme truc. Je vous conseille de faire beaucoup de contrats de phase,
d'en remplir plusieurs, et notamment de recopier tous les croquis de phase qui représentent l'usinage. Donc ici, on a l'outil, l'axe, l'axe de rotation. Ici, là, le S et le rectangle avec la flèche, c'est un entraîneur avec le sens de rotation. Ici, il y a des cotes à remplir, hein, des cotes qui sont données dans un document. Il vous montre le document ressources 2 et le document ressources 3 sur 4. Voilà, donc tout est fait. Alors ici, c'est un petit bout de dessin technique, on doit clairement recopier, voilà. Alors là, j'en profite pour noter qu'il y avait un petit problème. Ici, on nous demandait de faire un chanfrein de 10 mm, et en fait, la ligne de départ, là, elle est à 20 mm, et ça m'a fait pas mal gamberger. Alors j'ai remarqué que c'était quelque chose qui arrive assez fréquemment, qui est des débuts de dessin qui soient en contradiction avec la consigne demandée. J'en ai parlé avec un examinateur pendant les épreuves pratiques, et il m'a dit que comme c'était souvent des sujets qui étaient faits par plusieurs personnes et puis vérifiés par d'autres personnes, eh bien il pouvait y avoir parfois un certain nombre comment dire, de contradictions. Voilà. Donc moi, je me suis fait confiance, j'ai mis mon petit trait là, j'ai barré celui-là, et puis j'ai mis mon petit chanfrein, voilà, en fait ma ligne hein, qui matérialise le chanfrein, je l'ai mis à 10 mm de ce bord ici, et pareil ici, voilà. Et j'ai pas respecté les 20 mm. Donc j'ai eu raison là-dessus et j'ai pas perdu de point. Donc ça peut être un petit peu piégeux, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait. Maintenant, on en arrive à la dernière partie, la sécurité. Là, on est sur des pictogrammes qui paraissent simplissimes, hein, chaussures de sécurité, protection auditive, lunettes de protection, masque anti-poussière. Voilà. Ici, là, j'ai pas pu gommer malheureusement sur le sujet. J'ai pas mal enlevé de réponses pour que vous puissiez utiliser le sujet. Il fallait nommer et puis entourer deux dispositifs pour utiliser une toupie dans de bonnes conditions. On va passer maintenant assez rapidement sur les documents complémentaires, le dossier technique et le dossier ressources. Donc là, on commence par le dossier technique. Vous voyez qu'il y a 6 pages. On nous met un peu dans le contexte. Hein. Donc, il y a le descriptif du projet. Dans le cadre de l'aménagement d'une salle de bain, votre entreprise doit réaliser un meuble sous vasque. Afin de préparer la fabrication à l'atelier, votre chef d'atelier vous charge de faire l'étude de ce meuble. Donc voilà, on va étudier un peu. Il y a un caisson qui est réalisé avec des panneaux, une porte qui est en massif avec tournon et mortaise, un panneau qui est en rainure, en brevet en rainure, voilà, et puis il y a un petit chanfrein à faire. Voilà, on vous présente une vue en perspective avec différentes vues du meuble, en vous donnant d'autres renseignements et en reprenant certains renseignements. Ici, on a la nomenclature de la réalisation, avec ici le plan de travail, là la porte et là le caisson. Ici, on a la porte avec les repères. Voilà, des plans, voilà, vue de face, vue de gauche, vue de dessus. Et puis, pareil, voilà, sous-ensemble, ça c'est tout. Et puis là, on voit que le caisson, avec l'emplacement des lamelles, etc., etc. Ici, eh bien, c'est la porte, et puis le plan de travail. Le dossier ressources, alors là-dedans, il y avait quoi? Il y avait le plan de l'appartement, il y avait des propositions d'outils par rapport à une demande qui était faite dans quel outil vous devriez choisir pour faire telle chose. Voilà, ici on a un petit peu les symboles pour les appuis, notamment pour ce qui est pour le croquis de phase. Hein. Et ici, pour ce qui est... Voilà, pour finir, on tombe sur le descriptif avec les parquets qu'il faut. Donc, 2 modèles de parquet, il faut en choisir un. Alors, c'est une question d'épaisseur, de mémoire, je crois. Et puis voilà, tous les calculs de coûts, on se sert eh bien, des références et puis du coup au mètre carré par rapport au nombre de mètres carrés de la pièce. Ici, pareil avec la plainte.
J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de débrief quand je suis sorti de l'épreuve d'analyse de situation professionnelle, j'ai pas eu le temps. J'avais rendez-vous juste après, donc c'était un peu compliqué. Je vous la fais donc maintenant, ça s'est plutôt très bien passé, je suis satisfait. J'étais large au niveau du temps, vraiment tranquille, j'ai pu recopier intégralement l'examen. Donc voilà, au niveau du temps c'était bien, au niveau du contenu c'était rigoureusement ce que j'attendais. Dans la moyenne, quoi. Ni trop dur, ni trop simple. Très, très cohérent par rapport aux versions des années passées. Voilà. Donc je suis satisfait. Maintenant, je me prépare à l'atelier, d'ailleurs. Je vais vous montrer. Je suis en train de faire du réglage. Voilà, je sais pas si vous voyez, je suis en train de faire du réglage à la toupie parce que je sais que c'est souvent une épreuve qui est demandée, régler une rainure, régler une feuillure. Donc c'est quelque chose que je fais, je m'entraîne pour essayer de réussir au mieux cette épreuve dans un temps généralement limité à 15 minutes. Voilà, réglage de l'entraîneur et de la toupie. Voilà, voilà. Donc un petit peu d'appréhension pour cette épreuve pratique. Je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé, mais j'ai envie de bien faire, j'ai envie de réussir. Donc voilà, un peu de tension et puis de l'envie aussi. Voilà. Et puis je vous laisse là. Je vais me préparer. Il me reste quelques jours et puis je vous retrouve le jour ou la veille des épreuves pratiques. J'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à poster très rapidement la deuxième vidéo avec les matières pratiques. Et puis, je vous dis à très bientôt.